Bonjour, je m'appelle André Lebeau et je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous proposer quelques lectures qui ont été choisies spécialement pour vous. Je vais commencer cette séance avec deux beaux poèmes tirés du recueil Les animaux tristes de l'auteur québécois Denis Payette et publié en 2008. L'auteur a voulu, avec ce recueil, témoigner de son amour pour les animaux, alors que les changements climatiques et l'activité humaine sur terre, sur mer et dans les forêts a un impact direct sur la vie des animaux et plusieurs espèces sont en voie d'extinction. C'est la raison pour laquelle il a intitulé son recueil Les animaux tristes. Mais rassurez-vous, les deux poèmes que j'ai choisis pour vous ne sont pas tristes. Le premier, Les tortues de mer, me rappelle mes voyages à Cayo Largo, à Cuba, sur des plages magnifiques. Il faut savoir que les tortues de mer viennent pondre leurs œufs sur la plage où elles sont nées plusieurs années auparavant. Toutefois, à cause des ouragans qui sont plus nombreux, justement à cause des changements climatiques, parfois l'endroit où elles viennent pondre n'est plus approprié et ne permet pas aux œufs d'atteindre leur maturité. Il y a donc des spécialistes qui viennent récolter les œufs après la ponte et qui les déplacent dans des nids creusés un peu plus loin, où ils pourront atteindre leur pleine maturité. Et par la suite, quand les œufs sont éclos, les spécialistes reviennent avec les bébés tortues et demandent aux touristes de les remettre à l'eau en leur expliquant qu'il faut faire attention à la nature justement pour ces animaux. Ça a été vraiment une belle expérience. Donc, voici le poème Les tortues de mer. La nuit sera longue, lune noire, la mer, loin derrière. Du sable plein les yeux. Les tortues se traînent, lentes et gauches. Elles ont quitté la mer, le ventre lourd de ses secrets. Amour aveugle, amours amers, l'amour tue les tortues de mer. Sur la plage éventrée, leurs secrets enfouis dans le sable, elles regagnent la mer, le goût amer de la terre, dans leurs ailes retrouvées. La nuit s'achève, la lune s'efface, la mer droit devant. En relisant ce poème, ça m'a aussi rappelé les matins où je me levais et j'arrivais à la plage pour commencer à prendre du soleil et je voyais les traces dans le sable laissées par les tortues et l'endroit où elles avaient creusé leur nid. Ça a été vraiment un moment magnifique. Voici donc maintenant le deuxième poème, Les hippocampes, qu'on appelle aussi cheval de mer. Ce sont de tout petits animaux marins qui vivent dans les coraux, pas très loin de la plage, et dont la tête rappelle celle d'un cheval. Là aussi, j'ai eu la chance d'en voir en faisant de la plongée au-dessus de ces coraux. Et j'ai été émerveillé par ces animaux très délicats qui se déplacent doucement au gré des courants dans les coraux. Pour moi, ce sont comme des petits bijoux précieux. Voici donc les hippocampes. Des étoiles tombées dans la mer, par inadvertance, entremêlent leurs voiles, au gré des courants, dans l'or et la poussière. Hochets de verre incandescents,
Vous êtes la musique et le silence de la mer, sa dentelle, son cristal, ses sucres d'orge, son perlimpinpin, de la poudre magique, le perlimpinpin. Petits chevaux de lumière, poudrés d'étoiles, sans vos cavalcades à travers les coraux, la mer ne serait plus qu'un carrousel, sans chevaux. Voilà, je pense que ces deux petits poèmes nous font réfléchir à l'importance de faire attention à l'environnement des animaux pour qu'ils puissent continuer à vivre et à nous émerveiller. Dans un tout autre registre maintenant, je vais vous lire un extrait du roman Notre-Dame de Paris de l'auteur Victor Hugo et écrit en 1831. Victor Hugo a rédigé ce roman dans le but de sensibiliser la population et les autorités à l'état de délabrement de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'époque. C'est une cathédrale qui a été construite au Moyen Âge, mais au moment d'écrire le roman, il y avait déjà plus de 200 ans qu'elle était mal entretenue et presque à l'abandon. L'auteur a réussi son pari puisqu'une loi a été votée peu de temps après pour préserver la cathédrale Notre-Dame de Paris. Personnellement, lorsque j'ai visité cette cathédrale à Paris il y a quelques années, j'ai pu monter dans les tours de la cathédrale dont il est question dans l'extrait que je vais vous lire dans quelques instants, et je pouvais m'imaginer facilement les personnages du roman tels qu'on va le voir un petit peu plus tard. Pour vous mettre en contexte, l'extrait que j'ai choisi relate le moment où Quasimodo, qui est le sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais qui est aussi un être rejeté par la société, il enlève Esmeralda, une belle danseuse bohémienne qui a été condamnée à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Alors il l'emmène dans les tours de Notre-Dame sous les acclamations de la foule qui salue de cette façon le geste héroïque. Voici donc l'extrait. Quasimodo s'était arrêté sous le grand portail. Ses larges pieds semblaient aussi solides sur le pavé de l'église que les lourds piliers romans. Sa grosse tête chevelue s'enfonçait dans ses épaules comme celle des lions qui, eux aussi, ont une crinière et pas de cou. Il tenait la jeune fille toute palpitante, suspendue à ses mains calleuses comme une draperie blanche. Mais il la portait avec tant de précaution qu'il paraissait craindre de la briser ou de la faner. On eût dit qu'il sentait que c'était une chose délicate, exquise et précieuse, faite pour d'autres mains que les siennes. Par moments, il avait l'air de n'oser la toucher, même du souffle. Puis, tout à coup, il la serrait avec étreinte dans ses bras, sur sa poitrine anguleuse, comme son bien, comme son trésor, comme eût fait la mère de cet enfant. Son œil de gnome, abaissé sur elle, l'inondait de tendresse, de douleur et de pitié, et se relevait subitement plein d'éclairs. Alors, les femmes riaient et pleuraient. La foule trépignait d'enthousiasme, car en ce moment-là, Quasimodo avait vraiment sa beauté. Il était beau, lui, cet orphelin, cet enfant trouvé, ce rebut. Il se sentait auguste et fort. Il regardait en face cette société dont il était banni,
et dans laquelle il intervenait si puissamment, cette justice humaine à laquelle il avait arraché sa proie, tous ces tigres forcés de mâcher à vide, ces sbires, ces juges, ces bourreaux, toute cette force du roi qu'il venait de briser, lui infime, avec la force de Dieu. Et puis, c'était une chose touchante que cette protection tombée d'un être si difforme sur un être si malheureux, qu'une condamnée à mort sauvée par Quasimodo. C'étaient les deux misères extrêmes de la nature et de la société qui se touchaient et qui s'entraidaient. Cependant, après quelques minutes de triomphe, Quasimodo s'était brusquement enfoncé dans l'église avec son fardeau. Le peuple, amoureux de toute prouesse, le cherchait des yeux sous la sombre nef, regrettant qu'il se fût si vite dérobé à ses acclamations. Tout à coup, on le vit reparaître à l'une des extrémités de la galerie des rois de France. Il la traversa en courant comme un insensé, en élevant sa conquête dans ses bras, et en criant Asile. La foule éclata de nouveau en applaudissements. La galerie parcourue, il se replongea dans l'intérieur de l'église. Un moment après, il reparut sur la plateforme supérieure, toujours l'Égyptienne dans ses bras, toujours courant avec folie, toujours criant Asile. Et la foule applaudissait. Enfin, il fit une troisième apparition sur le sommet de la tour du Bourdon. De là, il sembla montrer avec orgueil à toute la ville celle qu'il avait sauvée, et sa voix tonnante, cette voix qu'on entendait si rarement et qu'il n'entendait jamais, répéta 3 fois avec frénésie jusque dans les nuages Asile, asile, asile. Lorsque Quasimodo crie asile, il fait référence au fait que la cathédrale est un lieu de refuge où la justice humaine ne peut pas s'exercer. Les gardes ne pouvaient donc pas venir chercher ni Quasimodo ni la belle Esmeralda. J'espère que cette lecture vous a permis de vous transporter pendant quelques minutes dans cette magnifique cathédrale construite au Moyen Âge et qui a duré environ 200 ans au total, entre les années 1163 et 1350. Voici maintenant le conte La princesse sur un poids, écrit par Hans Christian Andersen au Danemark en 1856. Moi, quand j'étais enfant, avant même de savoir lire, je regardais l'image qu'il y avait qui venait avec ce conte, et j'étais fasciné de voir la princesse couchée sur 20 matelas. J'avais peur qu'elle tombe de si haut, puis je demandais à ma mère de me lire le conte pour m'endormir. Je vous invite aujourd'hui à vous replonger dans vos souvenirs d'enfance et à vous laisser bercer par ce conte et voir ce qu'il vous inspire. Voici donc. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une princesse véritable. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, et à la vérité, les princesses ne manquaient pas. Mais il ne pouvait jamais s'assurer si c'étaient de véritables princesses. Toujours quelque chose en elles lui paraissait suspect.
En conséquence, il revint bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait. Un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents. C'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château et le vieux roi s'empressa d'ouvrir. C'était une princesse. Mais grand Dieu, comme la pluie et l'orage l'avaient arrangé. L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par le nez dans ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une véritable princesse. C'est ce que nous saurons bientôt, pensa la vieille reine. Puis, sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie, y mit un poids au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle étendit sur le poids, et encore 20 édredons qu'elle entassa par-dessus les matelas. C'était la couche destinée à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. Bien mal, répondit-elle, à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice! À cette réponse, on reconnut que c'était une véritable princesse, puisqu'elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, la prit pour femme, et le poids fut placé dans le musée où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Voilà. Peut-être que vous avez eu une vision différente de la mienne en écoutant ce conte, mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir que chacun de nous a un imaginaire différent et qu'une même histoire éveillera des souvenirs parfois très différents en chacun de nous. Peut-être aussi que le conte qui vous a marqué durant votre enfance était Cendrillon ou le petit chaperon rouge. Je serais curieux de vous entendre parler de ces souvenirs. Maintenant, sur une note un peu plus historique, je vais vous lire quelques faits sur le Carnaval de Québec, le plus grand carnaval d'hiver au monde. Il se situe au troisième rang quant à la participation populaire parmi les grands carnavals du monde, tout juste derrière ceux de Rio de Janeiro au Brésil et celui de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Moi, j'habite Montréal, mais j'ai eu la chance d'aller au Carnaval de Québec et j'en garde de merveilleux souvenirs, tant par l'ambiance de fête qu'on retrouve un peu partout dans la ville, que par le grand froid qu'on ressent aussi lors du défilé de nuit. Voici donc quelques faits. D'abord, un peu d'histoire. La tradition de fêter de la fin janvier jusqu'à la mi-février date de la colonisation de l'Amérique du Nord. Le travail des champs étant impossible, les gens avaient l'habitude de se réunir et de fêter. À Québec, le premier grand carnaval d'hiver a vu le jour en 1894. Une population souvent éprouvée par les rigueurs hivernales met alors sur pied une fête des neiges afin de réchauffer les cœurs. Interrompue par la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Grande Dépression de 1929, le carnaval ressurgit sporadiquement jusqu'à la deuxième moitié du siècle.
En 1954, dans une perspective de développement économique de la vieille capitale, un groupe de gens d'affaires relance la fête pendant la saison creuse de la mi-février, avant le début du carême. Le carnaval avait pour but d'attirer les touristes et capitaux étrangers à la ville de Québec. La première édition du Carnaval d'hiver de Québec a lieu en 1954 et depuis, il est devenu une manifestation importante pour la population de Québec et un moteur de l'activité touristique hivernale dans la ville. Bonhomme Carnaval. Bonhomme est le représentant officiel du Carnaval de Québec. Blanc comme neige, vêtu de la tuque rouge et de la ceinture fléchée, associée aux Canadiens français, Bonhomme se veut une incarnation de la joie de vivre des Québécois. Bonhomme a fait sa première apparition publique devant la porte Saint-Louis le 9 janvier 1954 pour inviter la population à fêter les 3 semaines précédant le carnaval. C'est également à ce moment que Wilfrid Hamel, le maire de la ville de Québec de l'époque, lui remit pour la première fois les clés de la ville. Encore aujourd'hui, le maire de Québec remet les clés de la ville à Bonhomme pour lancer les festivités. Ce geste fait de Bonhomme un symbole des réjouissances et du tourisme hivernal partout à travers le monde. Les traditions du carnaval. Le port du rouge, les chansons carnavalesques, la ceinture fléchée, l'effigie de Bonhomme et le caribou qui met dans l'ambiance sont autant de traditions qui remontent aux origines du Carnaval de Québec, sinon d'encore plus loin. La ceinture fléchée. Si la ceinture fléchée demeure présente dans la société québécoise aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce au Carnaval de Québec. Au 19e siècle, cette ceinture servait à serrer les manteaux à la taille afin d'empêcher le froid de s'y engouffrer. Elle pouvait également soutenir le dos pendant l'effort. Plusieurs croient que la technique du fléché est d'origine autochtone, alors que c'est plutôt un mélange de deux méthodes, le tressage de style amérindien et le tissage à la canadienne française. Le motif de base, qu'on appelle chevron, est quant à lui universel. La trompette. Ces longues trompettes rouges ou bleues animent le parcours des défilés de nuit du Carnaval de Québec. Elle peut produire jusqu'à 114 décibels. Le caribou. À ne pas confondre avec le cousin québécois du renne, un cervidé arctique, le caribou est une boisson alcoolisée qui fut originellement popularisée à la voûte chez Tipper, 1964-1990, sur la rue Sainte-Thérèse. Il fut l'une des figures emblématiques du carnaval lors des années 1970 et 1980. Il s'agit d'un mélange de porto, de sherry, de vodka et de brandy. Les reines et les duchesses. Les duchesses furent présentes au carnaval de 1955 à 1996. Après un arrêt de 17 ans, elles ont fait un retour de 2014 à 2018. Au début, les duchesses représentaient des groupes de personnes, mais dès 1957, elles représentent des secteurs de la grande région de Québec. Le 23 mai 2018, il a été annoncé que les duchesses et la reine ne reviendraient pas dans les festivités du Carnaval de Québec.
Il faut aussi savoir que plus de 1400 bénévoles travaillent au Carnaval de Québec et qu'il a attiré plus de 500 000 personnes certains hivers, mais que les défilés n'ont plus lieu pour éviter les grands rassemblements et que l'on a par contre ajouté une centaine de monuments de glace disséminés un peu partout dans la ville. J'imagine que plusieurs d'entre vous avaient déjà participé au Carnaval de Québec ou à d'autres activités hivernales organisées un peu partout au Québec pendant nos longs hivers, que ce soit pour faire des bonhommes de neige avec les enfants, aller patiner, faire de la raquette, du ski ou d'autres sports d'hiver. Je vais finir cette séance de lecture avec les paroles de la chanson Le temps des cerises, écrite par Jean-Baptiste Clément en 1866 et popularisée, entre autres, par Tino Rossi en 1938, par Charles Trenet en 1942, par Yves Montand en 1955 et par Nana Mouskouri en 1967, que j'ai eu le plaisir d'entendre en concert à Ottawa en 1970. J'en garde vraiment un très beau souvenir. Pour moi, cette chanson évoque les plus beaux jours du printemps et il m'arrive de la fredonner lorsque je trouve que l'hiver est trop long pour me rappeler que les beaux jours s'en viennent. Voici donc le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang, mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Pour moi, c'est une des plus belles chansons d'amour de tous les temps. Et j'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont peut-être fredonnée pendant que je la lisais. Voilà, ça met fin à notre séance de lecture d'aujourd'hui qui vous a été présentée par Lire à tout âge. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis au revoir et à la prochaine.